l'objectif numéro un, c'est de conquérir des clients. Et puis quand je regarde les missions qui me sont attribuées, je passe très peu de temps sur générer des leads, fournir, alors on va pas prendre tous les mots anglo-saxons, mais du pipeline ou autre. On se dit tiens, il y a un élément qui est un petit peu bizarre à regarder là. Après on a tous les éléments, est-ce qu'on a parlé des responsables de com, des responsables marketing, est-ce qu'il y a une fusion dans les organisations, mais oui, une forme de confusion dans certains éléments. Et puis après, surpris également sur le fait qu'il y ait une minorité, si je ne dis pas de bêtises, dans la stat qu'on a vue là, d'entreprises qui ont des indicateurs au premier tableau de bord. On aurait pu croire quand même qu'il y avait une proportion plus large d'entreprises qui avaient un minimum de tableau de bord pour essayer de suivre au moins sa activité, au moins la performance de l'activité. Évidemment, c'est un fossé qu'on a là. Ça a été un peu une surprise quand même, pas totalement. Pas forcément étonnante, c'est peut-être la culture de la donnée, la culture de la mesure qu'on peut avoir dans nos organisations, ou en tout cas dans nos organisations françaises par exemple. Le premier élément qu'on suit, c'est le chiffre d'affaires, c'est le nombre de nouveaux clients. Ça, j'ai envie de dire, enfin, à mes yeux, c'est généralement une responsabilité de l'ensemble de l'entreprise. Il n'y a pas que le marketing qui va travailler dedans, il y a ma performance commerciale, il y a mes produits, il y a mon offre. Donc bien sûr, je le regarde, ça peut être le rôle du marketing que d'informer l'organisation, surtout dans un environnement où généralement on a replacé le client au centre et le marketing a un rôle de cohésion de l'ensemble. Mais il reste quand même, à un moment, c'est quoi ma responsabilité et comment je mesure ma performance dans cet environnement global. Et là, on retrouve des métriques qui sont très très bas. En fait, au risque de sortir des sentiers battus, on n'a pas un tableau de bord en fait, pour suivre ce que l'on fait. On a en fait des tableaux de bord qui sont issus des directions commerciales, de la direction commerciale, où on connaît parfaitement le nombre de nouveaux clients, le chiffre d'affaires, enfin tout ce qui s'est passé. Et à côté de ça, nous, côté marketing, on a en fait évalué nos clients en combinant en fait dans une note différents critères qui sont effectivement des critères de fidélité, des critères en fait un peu sociodémo avec de la CSP du revenu. Et on regarde en fait dans ce que nous on appelle nos 20-80 en fait, qui est simplement la loi de Pareto, ce qui s'est passé, ce qu'on a fait comme action, qui s'est produit en fait en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on est capable en fait de les repérer et de les suivre. Et en fait, c'est pas un tableau de bord générique, c'est par action. On va regarder effectivement ce que nos actions ont généré sur ces clients-là. On mélangeait beaucoup d'indicateurs qui étaient au niveau d'une, j'ai envie de dire, d'une tactique ou d'une activité marketing. Alors, je fais de la bannière, je fais du display, je vais calculer mon taux de clic. Et puis après, quand je vais réagréger ça au sein d'une campagne, dans quelle est la performance de ce média, de ce contenu sur une bannière ou sur un contenu que je vais gérer en email. Et puis après, globalement, dans l'ensemble de mon investissement, je vais modéliser au cours du temps, à savoir si j'investis plus sur le média salon, si je fais du brand, est-ce que j'ai un impact sur mon chiffre d'affaires qui va se traduire en corrélation un peu. Tout d'abord, le très fort décalage le décalage sensible entre la perception qu'ont les responsables du directeur marketing de leurs actions et celle qui suppose que la DG a vis-à-vis de leur même action. Donc on voit qu'effectivement il y a une crainte que la DG n'ait pas une aussi bonne perception de l'efficacité des actions marketing que ce que les gens reconnaissent à leur niveau. Donc c'est pas forcément très confortable pour nous en tant que représentants de cette corporation de responsables du directeur marketing. Et ce qui est frappant, c'est que la corrélation très nette qui est faite entre ce phénomène-là et la présence ou non d'un tableau de bord et d'indicateurs formalisés et qui remontent vers la DG. Donc, comme moi, je n'ai pas encore fait de tableau de bord consolidé, je sais ce qu'il me reste à faire à l'issue de cette matinée. Ça, c'était un premier point. L'autre point, c'est, Sophie, vous l'avez déjà souligné, mais par rapport à mes missions, moi, chez Colt, et c'est frappant, si je demande chez Colt aux commerciaux, qui sont quand même souvent entre guillemets, les principaux clients du marketing, qu'est-ce que vous attendez du marketing? Leur réponse invariablement va être des leads. Et effectivement, donc, on l'a commenté ce matin, c'est pas une mission qui ressort en top priorité parmi celles qui apparaissent dans l'enquête. Et par rapport à aux indicateurs qu'on suit, en plus c'est un indicateur où c'est une action où on a la capacité effectivement de façon assez facile de suivre des indicateurs. Donc à la fois en termes de mission, de contribution à l'effort commercial et au résultat de la société, et en termes de capacité à avoir relativement facilement des indicateurs qui se tiennent et qui sont pertinents, la génération de leads, c'est tout ça. Et effectivement, c'est un peu frappant que ça n'apparaisse pas de façon si évidente sur le panel de l'étude.
et que du coup, tout ce qui est le branding, tous les éléments plus immatériels finalement, et je pense qu'on est tous convaincus ici de l'importance. Et finalement, au niveau, on parlait de direction générale tout à l'heure, je pense que en tout cas moi je le ressens comme ça, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de vendre effectivement des opérations, des campagnes, des investissements qui participent effectivement on va dire au développement du branding, que effectivement de justifier d'une opération sur laquelle on est capable de faire un retour sur investissement, de calculer un retour sur investissement relativement facilement sur le web ou quoi que ce soit. Et je pense que ça, en tout cas, je pense que c'est vrai et c'est de plus en plus vrai. Alors avec les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui tous sur nos marchés respectifs, et plus le marché se durcit, et plus les conditions de concurrence se durcissent, et plus on nous demande d'être efficace. Il faut arbitrer. J'entends le terme arbitrer qui est très vrai derrière. Voilà, à un moment donné, est-ce que je mets finalement 100 000 € sur une campagne de communication dont effectivement j'ai du mal à évaluer les retours, ils existent, mais j'ai du mal à les évaluer, ou je mets 100 000 € sur l'achat de mots-clés. J'ai un exemple. Et moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. On sait ce qu'on a pour 100 000 € avec Google. On a beaucoup plus de mal à savoir ce qu'on a pour 100 000 € en passant de la page, en faisant de l'achat média classique ou quoi que ce soit qui participe au forcément, je comprends bien et j'entends bien et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Je vais forcément relever un des points qui est plus le sujet de la marque, mais plus naturellement, il tombe dans l'escarcelle. Il est traité en B2C, il est traité de façon systématique et centrale d'ailleurs. Alors, j'ai bien compris ces notions et j'entends bien, d'ailleurs je le découvre un petit peu aussi, c'est ce croisement entre les métiers du marketing, de la com en fonction de la taille des sociétés, qui est beaucoup plus distinct, et c'est distinct plus souvent sur le B2C où il y a service com avec service marketing en général, c'est un peu différent et là il y a des fusions donc c'est compliqué. Ceci étant, la notion de marque, c'est étonnant de voir à quel point il n'est pas considéré, il est non seulement pas perçu comme étant dans le champ même de la conscience du poste, et ensuite, bien sûr, il n'est pas suivi, parce qu'il est avant-dernier des points suivis. Et quand on le compare avec les Américains, qui le mettent dans le top 3, 4, 5, etc., qui considèrent que la marque est super importante. Et je pense que ça rejoint un des points qui est, dans ce que vous évoquez sur la lead génération, c'est l'état d'esprit. Donc la marque, c'est pas que de la technique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que j'entends beaucoup de chiffres qui sont de l'ordre du chiffre quanti. Je mesure mon nombre de contacts, mon chiffre d'affaires, etc., etc. Mais pourquoi et au nom de quelle relation et de quelle expérience, parce que c'est notre cheval de bataille, c'est qu'on a une conviction à l'agence qu'une marque est une expérience et c'est pas de la com, dans le sens... et on prône ça en B2C et c'est quasiment, ça devrait être encore plus vrai en B2B. Parce que vous avez la relation individuelle, relationnelle permanente. En B2C, je mets mon produit sur un rayon d'hypermarché, l'expérience, je ne la maîtrise plus, on va boire mon Coca-Cola à la maison, je ne sais plus ce qui se passe. En B2B, je vends un produit, il y a du service après-vente, je rappelle le client, il y a une vraie relation. Donc ça devrait être encore plus vrai dans ce cadre-là. Et donc cette notion de brand expérience, c'est-à-dire les marques sont des expériences et elles le sont encore plus en B2B, ça donne du sens en fait à l'action du marketing et de la com. Alors, sans faire de la théorie très longue, mais nous on part d'un principe qui est de dire qu'il y a une expérience attendue de la part des clients, c'est vrai dans le B2B, dans le B2C. Et ensuite il y a ce qu'on appelle de l'expérience projetée, qui est la communication. Donc je dis des choses pour me faire générer du lead. Il y a de l'expérience vécue, qui est comment je le traite, mon lead justement, est-ce que je le traite dans l'heure, dans les 2 heures, dans le lendemain, etc. Est-ce que le client est bien servi, il est content du produit. Alors on le fait beaucoup nous en B2C, chez les distributeurs c'est très vrai. Et on travaille sur le parcours client jusque dans le magasin. Et ensuite, il y a le partagé, le fameux partagé, qui est le bouche-oreille, qui fait qu'on dit, telle société, Colt, c'est top, tu devrais les appeler parce que problématique de téléphonie, etc. etc. Voilà. Et donc, ce bouche-oreille va générer un autre lead qui n'est pas passé par le canal de l'achat, mais il est passé par le canal du bouche-oreille ou du social, et qui fait un tout. Et tout ça encapsulé par ce qu'on appelle un contrat d'expérience. Et qui donne le cap, c'est-à-dire qui fait qu'à un moment, l'état d'esprit dans l'entreprise, on se dit le contrat d'expérience que j'ai avec mes clients, donc qui passe par la com, qui passe par le relationnel au téléphone, qui passe par l'email que j'envoie, la formulation de l'email, par le type de produit que je formule, etc. Tout ça est encapsulé par un même code et pas pris en petits bouts entre je renvoie un email, je fais une campagne, je fais un salon, etc. etc. Mais il y a une prise en compte globale du sujet et pas une prise en compte petit bout par petit bout. De tracer l'origine du flux, l'origine de la demande.
Donc du coup, ce qu'on ne dit pas de l'étude, c'est le process que ça nécessite de mettre en place à l'intérieur des structures, en fait, depuis la collecte en fait, du premier contact jusqu'effectivement à la transformation. Et c'est même plus de l'éducation, certes il y a de l'éducation, mais c'est aussi du processus interne pour pouvoir traquer ça et dire effectivement dans tout ce qu'on me demande d'investir ou dans les choix que je vais faire, ce qui va rapporter le plus, mais peut-être simplement uniquement en taux de transformation, donc ce qui ne veut pas dire du taux de contact, c'est par exemple tel canal. Et c'est vrai que pour faire ça, en fait, on arrive à saucissonner finalement toutes nos actions parce qu'en fait, les actions sont différentes. Ouais, donc il y a un process. Justement, le process, excuse-moi, parce que je rebondis sur ce que tu dis. Le process, il faut donner du sens au process. Ouais. Les gens vont adhérer à un process s'ils comprennent pourquoi ils font le process. Voilà, je referme la parenthèse, mais dans le cadre de la lead gen, moi et du CRM et de l'utilisation des CRM par les équipes de vente, par exemple, si vous avez un CRM qui n'est pas configuré pour donner du sens, les commerciaux ne l'utilisent pas. Enfin, voilà, je referme la parenthèse, mais c'est du vécu. Je vais revenir sur l'arbitrage, parce qu'effectivement, on fait des arbitrages, pas au quotidien, mais très fréquemment, en sachant effectivement les questions qu'on doit arbitrer, c'est si je mets tant d'euros dans cette action, est-ce que j'en mets autant ailleurs ou au détriment de telle action. Quand on fait ça, finalement, ce qu'on regarde, c'est plus ou moins, je pense, un ROI. Mais même dans le terme même du ROI, petite anecdote, il y a deux axes d'analyse de ROI. Il y a l'analyse en termes de rentabilité, c'est-à-dire si je mets 1 euro dans cette action, est-ce que j'en récupère 50 centimes, 1 euro, 1,50 € ou 2 euros. Donc là, c'est le rapport financier entre ce qu'on récupère sur un investissement. Mais il y a aussi très souvent, enfin moi j'ai été très souvent confronté aussi à une logique où la direction générale, derrière le terme ROI, attendait un délai de retour sur investissement. C'est-à-dire que si je mets OK, je mets un petit peu d'argent supplémentaire dans le marketing de cette année où je valide cette dépense parce que les budgets sont toujours sous contrainte, c'est pas parce qu'on a le budget en début d'année qu'on l'a jusqu'à la fin de l'année. Donc je valide cette dépense, mais assure-toi que, enfin je voudrais que tu m'assures que le retour sur investissement, il va avoir un effet dans les comptes de l'année et pas l'année prochaine parce que ma problématique elle est très court terme. Et ça, ça c'est quelque chose, je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu et qui est assez intéressant parce qu'effectivement derrière le terme ROI, on a soit la dimension de levier et de rapport entre la somme investie et la somme récupérée, ou alors une échelle plus temporelle. C'est-à-dire qu'on privilégie dans ce cas-là, pas forcément les actions qui vont ramener le plus en termes de chiffre d'affaires, mais celles qui vont ramener le plus vite parce que l'entreprise a des objectifs très court terme. D'ailleurs, excuse-moi, je m'interromps, c'est très intéressant parce qu'une des problématiques sur le ROI, c'est le ROI immédiat, et c'est ce que vous dites, mais aussi il y a une notion dont on n'a pas parlé, qui est quand même la lifetime value. La lifetime value du client, c'est-à-dire en acquisition, l'argent que je vais mettre effectivement pour acquérir le client, est-ce que je calcule le ROI sur le fait d'avoir effectivement une commande, voilà, par l'action dans les 2 mois? Est-ce que je calcule mon ROI sur cette base-là? Ou est-ce qu'effectivement j'intègre ce que va me ramener ce nouveau client sur une durée? Et là, le calcul de ROI n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que là où j'investis 1 euro, sur une commande immédiate à 3 mois, je vais gagner 2 euros. Sauf que effectivement j'ai acquis le client, ça veut dire que sur une durée de 3 ans, c'est pas 2 euros que je vais gagner, mais c'est 6, 7, 8 euros. Et là, je pense qu'au niveau des DG, des directions générales, cette notion de lifetime value, je pense qu'aujourd'hui on en a pas beaucoup. Si tu aurais dû dire, moi c'est quand même vachement important. Personne ne pousser le bouchon en disant, je ne pense pas que le ROI soit le bon indicateur aujourd'hui. Que je pense que pour pousser ce qui est notre conviction, nous, on doit travailler sur la marque, le ROI est quelque chose qu'on n'arrive pas bien à maîtriser, etc. Parce qu'on se trouve face, dans le B2B souvent, à des ingénieurs, mais qui sont vraiment des gens qui sont, voilà, qui sont 1 + 1 = 2, etc. Et donc il faut que ça retombe sur une mathématique. La question, je pense que, alors, si je prends le B2B dans lequel sont la majorité des acteurs maintenant, c'est l'attribution. Parce que de toute manière, très rapidement, j'ai commencé par faire ça, j'ai mis tout sur Google parce que c'est ce qui me permettait d'avoir le retour le plus important et le plus rapide. Mais est-ce que entre une bannière display, pas forcément en retargeting, celle en retargeting, quel est le chemin que va faire un client? Ça, dans le B2C, on monte des modèles, commercialiser des choses pour le faire, on le fait nous-mêmes, on monte des modèles qui sont très aboutis pour comprendre l'attribution et là où je vais aller faire mon investissement. Et mettre dans un modèle économétrique global qui est de se comprendre sur un pays, sur quel pays on investit. Donc on va injecter dans des modèles aussi bien les croissances d'un pays et puis ensuite les investissements globaux marketing qui ont été faits, après au niveau de l'attribution.
Sur le B2B, c'est un peu plus complexe, on est sur les temps plus longs, mais il reste quand même que quand je prends le niveau de leads, c'est bien ça, c'est d'arriver à un moment de dire quelle est ma contribution. Je pense qu'un élément clé, c'est à ce moment-là de bien définir aussi les métriques sur lesquelles on se met en phase. Je pense que quand on lisait le ROI dans l'étude, j'ai l'impression qu'il y a un élément un peu fourre-tout. Et qui est peut-être aussi beaucoup de ceux qui doivent justifier de leur existence au quotidien pourquoi ils ont de l'argent. Donc j'ai un ROI, c'est-à-dire si tu me donnes 1 euro, je vais te prouver que là concrètement, dans mon exercice fiscal, je vais générer X euros supplémentaires. C'est très compliqué à faire. C'est plus de regarder les métriques, ça peut être sur le lifetime, ça peut être encore une fois de contribution à une organisation commerciale et de remettre en perspective l'élément de la marque, à mes yeux, est essentiel encore une fois pour l'efficacité de l'ensemble de l'environnement et de la chaîne de marque. Nous, l'indicateur fétiche, en tout cas à mon niveau qu'on suit, vous l'avez compris, c'est plutôt tout ce qui est lié à la lead gen. Donc c'est des ratios assez classiques de savoir quel est le résultat des leads qui ont été détectés au travers de telle ou telle campagne. Typiquement, enfin, ce qu'on essaye de faire, et je pousse pour le faire, et on arrive à peu près à le faire, c'est d'aller jusqu'au bout du cycle de vie du lead. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter au nombre de leads que telle ou telle campagne a détecté, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir la capacité de pouvoir dire sur ces leads-là, il y a eu tant d'opportunités commerciales, une opportunité, c'est-à-dire le commercial confirme qu'il y a vraiment un intérêt du client et qu'on peut faire une offre, et ensuite, bien sûr, le taux de succès de ces opportunités. Parce que c'est important d'avoir ça et surtout de comparer campagne par campagne comment on se situe par rapport à nos valeurs moyennes, parce que bien évidemment, si on fait une campagne sur une base client pour faire de l'upsell, de la vente de services complémentaires, ou si on fait une campagne sur des prospects purs pour essayer de pénétrer ces comptes-là, on n'a pas du tout les mêmes ratios, les mêmes KPI. Donc la valeur moyenne est intéressante, mais c'est surtout comment se répartissent nos campagnes pour qu'on puisse là aussi arbitrer et optimiser éventuellement, toujours dans cette logique de je mets 1 euro là-dessus, combien je vais pouvoir récupérer. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur, nous sur le business dans lequel on intervient, on a plutôt des ratios de l'ordre de 30%. Oui, une ratio, ça veut dire taux de signature. Taux de signature sur une proposition remise au client. Celles qui sont gagnées. Voilà. On a un taux d'opportunité sur un lead qui est relativement constant aussi autour de 50%. C'est-à-dire que quand il y a un lead qui est produit par le marketing, globalement sur l'année, quelles que soient les campagnes, quelles que soient les sources, en final, il y a une opportunité sur un lead sur 2. Donc ça veut dire que c'est une constante. Donc ça aussi c'est assez stable. Après, ce qui est beaucoup plus variable suivant la nature de la campagne et de la cible ou du produit qu'on cherche à promouvoir, c'est le taux de génération de leads sur la cible qu'on a visée. Où là, on oscille dans le meilleur des cas à 30% quand on est sur des clients, hein, et on peut descendre beaucoup plus bas à quelques pourcents en fonction bien sûr de la nature de la cible et de l'action marketing qu'on met en œuvre. Et au final, vous avez une contribution du marketing à la performance commerciale. Alors, 30% doit venir du marketing. Alors, oui, on a une contribution. On est capable de dire sur tel montant de vente qui a été fait sur l'année, il y a tant de pourcents de ces ventes-là qui vient de lead. Donc, ça, mais c'est après coup, c'est pas Ouais, forcément l'objectif. C'est pas l'objectif. Ouais. Il y a certaines sociétés qui se donnent un objectif. La contribution du marketing, c'est 33% non, on va du pas jusque-là. On va pas jusque là. On part de là en fait. Et puisqu'on est dans entre nous et dans un cercle fermé, je vais vous confier un grand moment de solitude qui est lié à ça. Il y a des moments où on module et on restreint les budgets marketing. Et donc j'ai en tête une année où on avait considérablement diminué le budget consacré notamment à la génération de leads. Et à la fin de l'année, on avait des ventes qui étaient plutôt en augmentation par rapport à l'année d'avant. Donc bien sûr, il y a des notions de cycle de vente, de dynamique. Enfin, c'est pas un hors-bord qu'on peut pousser à fond, un grand coup de barre pour faire demi-tour, etc. Hein. La génération lead, c'est plutôt un super tanker si on reste dans l'image maritime. Mais effectivement, c'était un petit peu contradictoire et pas forcément... Prêchons pour la bonne chapelle, voilà. C'est-à-dire la vôtre. Cette divergence entre l'effort qu'on avait mis en termes de génération de leads qui était restreint en recul par rapport aux années précédentes et les résultats commerciaux qui finalement avaient souffert parce que la nature ainsi faite qu'elle compense et donc où il y a aussi un petit peu un facteur chance. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que c'est malheureusement pas une ligne directe. Si on peut penser, on peut le défendre
quand on regarde les résultats, mais là c'était un peu un raisonnement par l'absurde ou par l'inverse, et qui a mis ça en évidence.